Le docteur est prêt à répondre à vos questions. On va passer donc avec un micro. Simplement, je voulais avertir, je voulais apporter des petites nuances par rapport à ce que tu as dit. Premièrement, les médias. Le public a besoin d'explications. Et donc, les scientifiques, sur le plateau, se sont contredits. Ce que le public n'a pas compris, c'est que la science procède par étapes contradictoires. Et ça, c'est difficile à faire passer, et d'où l'impression désagréable que le public en a tirée. Je vais te répondre. Évidemment. Parce que tu penses bien que je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'au départ, cette maladie, on ne la connaissait pas. Et qu'on a appris à la connaître petit à petit. Et qu'on continue à apprendre. Aujourd'hui, on apprend avec le post-Covid. Je pense que j'ai vu beaucoup de mes collègues dire « je ne sais pas ». Et savoir dire « je ne sais pas, mais on travaille pour mieux savoir », c'est vraiment une belle preuve d'intelligence et c'est important. Je veux dire, quand on ne sait pas et qu'on se positionne quand même pour le simple plaisir de passer à la télévision, donc c'est un plaisir égotique, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Oui, je suis d'accord avec toi. On est d'accord, mais ça ne m'étonne pas. Il faut que ce soit, effectivement, que les affirmations soient argumentées, sérieusement. Deuxièmement, tu as dit les gens sont responsables de leur santé. Oui, mais concernant le Covid, il s'agit d'une maladie contagieuse. Et donc, ils étaient libres pour eux, mais pour leur propre santé. Mais par contre, ils n'étaient pas libres de contaminer les autres. Je suis d'accord, bien sûr que je suis d'accord avec toi. Bien sûr, c'est pour ça que encore une fois, dans un pays démocratique, si quelqu'un dit « je ne me vaccine pas », c'est son droit le plus absolu, à ce moment-là, il reste cloîtré chez lui, il ne sort pas. Moi, ça a été un long débat, y compris dans des institutions comme la mienne. Fallait-il ou pas exclure les soignants qui ont refusé de se vacciner? Moi, je suis ferme, je dis oui. Oui, il fallait les exclure. On ne pouvait pas faire travailler des gens, quels qu'ils soient, aller au contact d'immunodéprimés, de malades, et de prendre le moindre risque. C'est leur choix, et ils l'assument. Voilà, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est un autre sujet, parce que la maladie, elle a profondément évolué. C'est différent. Là, l'immunité collective, c'est un aérosol, le BA2. Je me permets de vous poser une question concernant le sujet de certaines formes du Covid qui sont compliquées, qui sont les formes de Covid long. Ouais. Et c'est un sujet qui reste d'actualité aujourd'hui. Vous avez raison. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la prise en charge de ce sujet du Covid long? Alors, vous avez bien compris que je ne parle que de ce que je connais. Donc, je ne connais pas le Covid long sur le plan médical et scientifique. La seule chose que je sais, c'est qu'il existe et qu'on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Aujourd'hui, il touche un certain nombre de patients. C'est un véritable problème de santé publique. Il va l'être encore plus. J'ai un certain nombre de confrères qui s'engagent à la fois dans la recherche et dans le soin. Il y a des infectiologues, mais très curieux, le Covid long, on le retrouve en neurologie, on le retrouve en cardiologie, on le retrouve en psychiatrie, on le retrouve en gastroentérologie. C'est un peu comme le reste, on apprend à le connaître. Il y a aujourd'hui des consultations spécialisées, et si je devais résumer un petit peu le sens de vos propos, c'est qu'il va falloir probablement prévoir suffisamment de consultations spécialisées pour prendre en charge ces patients victimes de Covid long, et on a trop rapidement tendance à dire c'est psychologique. C'est pas du tout psychologique, c'est une entité clinique réelle. Allez-y, une autre question. Bonsoir docteur et merci. Juste une question, pas de médecine, j'ai pas la prétention de vous poser ce genre de questions. Vous avez évoqué dans votre exposé l'intervention du président quand il a parlé qu'il a dit à plusieurs reprises « nous sommes en guerre » et avec les conséquences que ça a pu entraîner. Cependant, quand vous avez commencé votre exposé, comme moi j'ai vu des diapos que je ne connaissais pas et que vous avez expliqué la logistique, l'ingénierie, l'intervention des forces militaires, moi j'ai pensé à une situation de guerre. Je comprends parfaitement. Alors il y a des gens qui ici sont bien plus compétents que moi pour évoquer cela. Je crois que c'est une situation, moi j'appelle ça une situation de crise sanitaire majeure. D'accord ? Bon.
Alors, nous, on appelle ça des SSE, des situations sanitaires exceptionnelles. Comme je vous l'ai dit, alors on a moi, je veux dire, dans mon service, il y a des gens qui sont uniquement formés pour ça. On n'avait pas prévu celle-là à cause de la durée dans le temps. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a des spécialistes de ça, donc qui font preuve de réactivité et qui savent trouver ces fameux plans B dont je vous ai parlé. On a eu des nuits surréalistes. Je me rappelle de nuits de cellules de crise où, en gros, on se retrouvait à 20 h, mais complètement déprimé, en disant, mais comment on va faire? On va pas y arriver, on va pas y arriver. Quand vous avez des patients, bien entendu, on pourrait parler des masques et tout ça, mais quand vous avez des patients qui sont en réanimation et qu'à un moment donné, la crise, c'est on n'a plus de curare, ou on n'a plus de médicaments pour les endormir, on va devoir retrouver des thérapeutiques qu'on avait depuis 20 ans, vous prenez la tête. Est-ce que ça, c'est la guerre? Non, c'est une situation de crise. On essaye de trouver des solutions. Le lendemain matin, on en a trouvé. Les pharmaciens ont fabriqué des produits. Vous pensez bien que je ne vais pas me permettre de critiquer ce qu'a dit le président Macron, jamais. Et c'était peut-être nécessaire à un moment donné pour faire un électrochoc. Peut-être. Et en plus, c'est en général pas quelqu'un qui prononce quelque chose sans réfléchir avant. Ça, c'est un truc qu'il faut lui reconnaître. Mais je pense que l'écho, il est majeur. Je pense que la guerre, c'est autre chose. Malheureusement, on le voit à nos portes. Et la crise sanitaire, c'est autre chose. Donc, si vous me le permettez, je vous proposerais bien de retenir le terme de situation sanitaire hautement exceptionnelle plutôt que de guerre. Oui. On va boire un coup. Je vais essayer d'être concis, plus concis que notre ami de tout à l'heure, à savoir le Covid comme un rhume, mais en plus grave, et après. Que va-t-il se passer? C'est-à-dire maintenant. Alors, il va se passer... Alors, on a beaucoup appris. Ce qu'il faut, c'est continuer à apprendre. Je vous ai parlé de ces gens de l'ombre, je vous ai parlé des chercheurs. Vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle on a fabriqué des vaccins, quand même? Et on est en train de fabriquer de nouveaux vaccins. Le prochain vaccin, il va intervenir sur... Ça va être comme la grippe, c'est-à-dire qu'il va toucher pratiquement tous les types de Covid. Et puis tous les ans, on en rajoutera un petit peu parce qu'il y a un nouveau variant qui arrive. Et vous vous vaccinerez probablement. Là, on va vous proposer à tous, y compris ceux qui ont moins de 65 ans, 60 ans, plutôt on va vous proposer à la rentrée de faire un rappel. Mais après tout, un peu comme vous auriez fait pour la grippe. Ça va rentrer. La question est de savoir, aura-t-on de nouvelles crises virales comme celles qu'on a connues? Je vous dirais oui. J'avais un maître en infectiologie, quelqu'un de tout à fait remarquable, qui est celui qui est probablement un des pères du traitement du sida en France, qui est un professeur d'infectiologie de Tourcoing, qui s'appelle Yves Mouton, qui est malheureusement disparu, qui est un très très grand monsieur des maladies infectieuses. Et quand j'étais son interne, Yves Mouton, il me disait, tu vois, Patrick, et j'ai un surnom, il utilisait mon surnom, certains le connaissent. Le XXe siècle, c'était les bactéries. Et les bactéries, c'était... on a eu Pasteur, on a eu les antibiotiques, ça en est à peu près sorti. Le XXIe siècle, il me dit c'est ça au XXe. Le XXIe siècle, ça va être le siècle des virus. Ça va être une autre paire de manches. Il ne s'est pas trompé, En attendant, on a appris. Mais je voudrais vous renvoyer, si tu me le permets, Guy, sur le « et après », sur ma dernière diapositive, qui représente la planète. Très clairement. C'est comme la rougeole, quoi. Si on ne se met pas tous ensemble pour éradiquer ces maladies, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas voyager, et ça reviendra. Et les Chinois, ce qui est en train de leur arriver, pourquoi ça arrive comme ça chez les Chinois? Ils ont un taux de vaccination qui est de 15%, les Chinois. Chercher. Je peux me permettre de poser une question? Je t'en prie. À l'initiative de Guy. On a bien compris qu'il y avait eu un problème d'organisation hospitalière majeur qui a été surmonté. Est-ce qu'on peut se contenter de surmonter des problèmes ou est-ce qu'il ne faut pas rénover complètement l'organisation hospitalière dans ce système? Qu'est-ce que je te réponde? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Le système de santé, il est à plat. D'accord? Il est à plat. Il y a une crise comme je ne pensais pas vivre ça. Je ne pensais pas assister à de telles difficultés dans notre système de soins aujourd'hui. Il est en danger de mort, il faut être clair, je regrette de vous faire un peu peur, mais c'est comme le reste, c'est une situation exceptionnelle, donc il y a probablement des solutions, mais là il va falloir vraiment s'y mettre et y mettre le prix. Aujourd'hui on sait que la santé fait partie des préoccupations des Français, au même titre que d'autres, le pouvoir d'achat et des tas d'autres choses. Mais il va vraiment falloir s'en occuper. Aujourd'hui, on est tous très très inquiets sur l'été qui arrive. Il n'y a pas une journée sans que des services ne ferment. Pourquoi les services ferment aujourd'hui? Tu le sais comme moi. Pourquoi les services ferment? Les malades arrivent à l'hôpital, mais on n'a plus de lit. Pourquoi on n'a plus de lit? Parce qu'on n'a plus de soignants.
n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus d'aides-soignantes. Pourquoi il n'y a plus d'infirmières et d'aides-soignantes? D'abord parce qu'il y en a un certain nombre qui sont crevés, qui sont fatigués, on peut le comprendre. Mais surtout, il y en a plein, vous ne l'imaginez pas, qui ont démissionné, qui ont perdu le sens extraordinaire qui est celui de leur valeur. Ils n'y croient plus, pour des tas de raisons. On a été trop loin. Ils sont fatigués. Donc il faut collectivement et politiquement et économiquement qu'on leur redonne le sens de leur valeur. C'est indispensable. Ça te convient? Il reste encore quelques interventions, je pense. Bonsoir, Patrick. En fait, tu viens de répondre à ma question. Alors, je vais en profiter pour dire un mot, c'est le mot merci. Je te l'avais dit à l'époque, tu le sais. Bon client. Voilà. J'ai eu la chance de survivre à cette épreuve, hein, pour avoir vécu la période SAMU, puis urgence, puis soins intensifs, réanimation et après Comède 5 en l'occurrence. Moi, je voudrais simplement saluer par ton intermédiaire le personnel soignant. Alors, le personnel soignant, moi je l'ai vécu, enfin je l'ai rencontré dans la période mars 2021, donc la période, on s'en souvient très peu, mais 160% de capacité d'accueil en France aux urgences, enfin en réa. On est monté à 160% en réanimation. Voilà, et c'était cette période-là. Et malgré tout, un personnel souriant, un personnel qui faisait preuve d'empathie, des gens qui qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Il y avait des stagiaires, il y avait des gens qui n'étaient visiblement pas du métier. Mais voilà, moi je t'avais promis quand tu es venu me voir que je saisirais toutes les occasions pour le faire. Je suis sur la rédaction d'un ouvrage pour ne pas oublier et pour qu'on puisse transmettre, mais je voulais réitérer ce merci et le faire devant tout le monde. Oui, il faut leur dire, il faut leur dire. Ça leur fait du bien qu'on leur dise. Vous savez, il y a un truc... Bonjour madame. C'est ça. Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Voilà, tout ça, c'est vrai qu'on était pris des héros, mais on était aussi des fous. On ne nous croyait pas en disant, enfin, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas possible. Et puis, on a perdu des collègues, on a perdu aussi des Bien sûr. Bien sûr. Famille aussi. Donc, ce malaise, cette fatigue morale, physique, etc., elle est entretenue depuis 2 ans. Vous avez parfaitement raison, je vous remercie de ce témoignage. Il y a des choses qui me reviennent comme ça en discutant avec vous tous, des gens dont on n'a pas assez parlé. Bon, ce qui s'est passé dans les EHPAD, ça a été terrible au début, hein, vous savez. Est-ce que vous savez qu'il y a des infirmières et des aides-soignantes d'EHPAD qui ont décidé de ne pas sortir, qui sont restés, qui sont enfermés avec leurs résidents, en disant je ne les abandonnerai pas, ils ne voient plus leur famille, c'est terrible, ils ne voient plus leur famille, il est hors de question qu'ils n'aient pas un lien avec quelqu'un. Si on s'en va, ils vont tous mourir. Et il y a comme ça des soignants d'EHPAD qui sont restés des jours et des jours et des jours avec leurs résidents. Voilà, formidable, formidable, formidable. Encore une question. Bon, juste une question peut-être qui paraîtra naïve. Face à un virus, est-ce que la seule thérapie possible, c'est le vaccin? Existe-t-il d'autres solutions, éventuellement? Oui, bien sûr. Et donc, et une deuxième question, j'ai vu récemment toute une liste d'effets secondaires suite à ce vaccin, qui viennent de Pfizer ou de Moderna. Ils ont chacun, en fait, des effets secondaires parfois différents et parfois communs. Qu'en est-il là-dessus? Parce que ça, on n'en entend jamais parler, en fait. Alors, je vais vous répondre très clairement. En ce qui concerne les traitements, ils sont multiples. Donc le vaccin, d'abord le vaccin c'est une prévention, c'est pas un traitement. Le vaccin n'a jamais guéri qui que ce soit. Il évite d'attraper une maladie ou il évite de faire une forme grave. Donc il faut le considérer dans un objectif de prévention, pas dans un objectif de guérison. C'est deux choses différentes. Et aujourd'hui on sait que le vaccin, donc très clairement les vaccins RNA messager, juste pour mémoire, le RNA messager,
on s'en sert depuis à peu près 40 ans. Hein. Et je vous rappelle que ceux qui ont découvert le RNA messager, les prix Nobel, ce sont des Français. Hein. Wolf, Monod et quelques autres. Donc c'est pas un nouveau truc, le RNA messager. Là, on s'est simplement servi du RNA messager comme un vecteur pour aller plus vite. Bon. Est-ce qu'il y a des traitements? Oui, bien sûr, il y a des traitements. Il y a des traitements, on en a essayé des tonnes, c'est ça. La recherche a été en marche, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Il y a eu plein de traitements sur des anticorps monoclonaux, des antiviraux qui ont été essayés, avec plus ou moins de succès. Il y a des thérapeutiques qui ont débuté, des thérapeutiques qui ont arrêté à une vitesse folle. Je n'ai jamais vu la recherche aller aussi vite. Aujourd'hui, il y a des traitements antiviraux qu'on sait donner uniquement pour les patients les formes les plus graves et qui permettent d'atténuer les effets dramatiques. Maintenant, vous me demandez s'il y a d'autres choses. Il y a un truc curieux. L'année dernière, pas de grippe, pas de gastro. Je vous rappelle que la grippe, elle tue quand même pas mal, hein, tous les ans. Hein. Elle tue pas mal. Pourquoi pas de grippe, pas de gastro? Ben, on avait des masques, on s'est lavé les mains, et puis on se faisait des hugs, au lieu de s'embrasser sur la bouche, et on se donnait des accolades. Bon, on va appeler ça des gestes barrières. Il va falloir peut-être se poser des questions sur d'autres modalités de vie relationnelle. Ça, c'est absolument extraordinaire. Ce que vous évoquez derrière, sur les effets secondaires des vaccins, dans les listes, bon, moi je vais vous répondre tout bêtement, mais c'est où c'est publié. Où c'est publié. Donc moi je ne crois que, sincèrement, je ne crois que en ce qui est validé par la science, donc ce qu'on appelle l'évidence-based medicine. Aujourd'hui, quand on regarde le rapport efficacité par rapport au risque, donc le rapport risque-efficacité pour ces vaccins, pardonnez-moi, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Alors qu'il y ait 3 cas de péricardique, 5 cas d'endocardite, et puis 3 ou 4 AVC sur des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions et des millions de gens qui ont été vaccinés, statistiquement, ça ne tient pas la route. Donc, je vous répondrai où elle est cette liste, qui l'a publiée et dans quelle revue scientifique elle est publiée. Aujourd'hui, mon message, mesdames et messieurs, il est clair, s'il vous plaît, faites-vous vacciner. Encore? Il n'est pas vacciné? Si, si. Ah bon? Je parlais pour la deuxième fois, mais pas trop. C'est plutôt aux médecins humanistes que je m'adresse là qu'aux médecins techniciens, si je puis dire. C'est la question qui est venue sur les EHPAD, ou ta réponse qui est venue sur les EHPAD. Il y a eu un enfermement majeur des personnes âgées dans les EHPAD, qui pouvait peut-être se concevoir techniquement, médicalement. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Peut-être. Mais il y a eu quelque chose de plus grave, il y a eu la séparation avec les morts. Ouais. Là, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Est-ce que tu en penses? T'as 1000 fois raison. T'as 1000 fois raison. C'est des questions qu'on a, c'est des questions qui nous hantent. Quand on avait des gens qui malheureusement étaient, au début, hein, quand on avait des gens qui étaient en réanimation et des gens qui allaient mourir, hein, et qui n'ont pas pu voir leurs proches parce qu'on était parti sur l'enfermement total, on a peut-être, c'est mon sentiment, été à un moment donné trop loin. Et d'ailleurs, il y a eu une réaction hein, de la part des soignants, à commencer par les infirmières d'ailleurs, ce qui est intéressant. Ils sont très très proches de leurs patients. Et tu sais qu'on a ouvert après. Après ça, il s'est passé des tas de choses avec des tablettes où les infirmières et les médecins dans les services de réanimation permettaient aux patients d'être constamment en lien avec leur famille par l'intermédiaire de tablettes. Mais tu as parfaitement raison, ça doit être analysé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, moi, ça va. Bien. Alors, tout d'abord, on va vous remercier pour votre attention, pour être venu. Et j'en profite pour annoncer la prochaine conférence. En effet, les conférences reprennent. Alors, la prochaine conférence, c'est exactement la semaine prochaine, ici même, à la même heure. Ce sera une conférence du professeur d'histoire, Dominique Jarassé, qui a écrit un livre, Le temps des synagogues. Il s'arrêtera bien sûr sur la synagogue de Lille, contexte et signification. Donc ce sera le 12 mai à 19 h. Je tiens seulement à dire à titre de conclusion, aujourd'hui j'ai publié un petit visuel qui est en rapport avec la conférence, mais en fait plutôt en rapport avec la paracha de cette semaine. La paracha, c'est l'épisode qu'on lit chaque semaine à la synagogue. Et cette semaine, à la synagogue, justement le verset qu'on a rapporté sur votre invitation, Lo ta'amod al dam re'echa, ne reste pas indifférent face au sang qui coule chez ton prochain. Et un des plus grands commentateurs de la Bible,
un Français, né à Troyes, Rachis, au XIe siècle, écrit que signifie ce verset: ne reste pas indifférent lorsque tu vois ton prochain et tu peux l'aider. Et mon maître, le rabbi Lubavitch, avait l'habitude de dire, en fait, il faut couper le rachis. Il faut le dire de cette manière. Lorsque tu vois ton prochain dans la détresse, alors tu peux l'aider. C'est-à-dire que c'est un signe. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la détresse, c'est pas pour rien qu'on te l'a montré, c'est précisément parce que tu as le pouvoir de l'aider. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Vous avez certainement puisé à l'intérieur de vous des forces exceptionnelles, mais c'est parce que, justement, vous êtes investi pour cela, et nous vous souhaitons de continuer encore. Il n'y a pas de retraite pour... Merci beaucoup, hein. Vraiment. Voilà. Merci. Patrick, encore un grand merci au nom de toute cette assemblée, en mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, d'avoir accepté, mais sans réfléchir, à l'invitation que je t'ai lancée. Et je voulais te remercier, et chose un peu d'espoir par rapport à tout ce désespoir que tu as vécu, tu es le premier conférencier depuis la sortie de crise, et c'est pour cela que je voulais te remercier infiniment. Merci. Merci.